Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bonjour, moi c'est donc Guillaume de Misma, alias Eldon Guillermo. Et moi c'est Damien, donc Estokafitch. Donc on est voilà tous les deux les éditeurs de Misma. Donc au départ, on dessine depuis longtemps, on dessinait déjà enfant. On fait tous les deux des études, moi à Angoulême, à l'école des beaux-arts d'Angoulême, et Damien à Paris, à Duperré, des études de graphisme. Et donc après les études, on décide de revenir à Toulouse, qui était notre ville d'origine, et de faire une petite auto-édition, nos propres auto-éditions. Et donc c'est là où on commence à faire des petits fanzines, un petit livret qui s'appelait Misma, et qui était l'histoire de deux jumeaux, avec à chaque fois, chacun de nous racontait l'histoire vue par un des deux jumeaux. Et c'était des livres à l'italienne, de 20 pages, qui se lisaient tête bêche. Et du coup, ça a commencé par ça. Et puis ensuite, rapidement, on décide de faire une revue qui s'appelle donc Dopututo. Et là, on invite tous nos potes et nos amis des beaux-arts et des écoles d'art. Et c'est là où on commence à faire le premier numéro de la revue et à inviter plusieurs personnes, des gens comme Anne Simon, par exemple, Nilso. Et donc voilà, et par exemple, donc ça on a créé Misma en 2004. Et donc voilà, et donc parmi les premières autrices, donc on a Anne Simon qui a toujours été là depuis le début. Et Anne Simon, donc c'est une autrice importante pour Misma. Elle a participé depuis le début à Dopututo, puis elle a développé petit à petit chez nous sa série la plus personnelle, qui est la série des contes du Marilène, où le premier livre c'était La Jade Aglaé, et ensuite il y en a d'autres qui ont suivi, comme Sixte Impératrice, Boris l'Enfant Patate, Gousse et Gigot, et l'Institut des Benjamines plus récemment. C'est c'est une autrice très importante pour Misma, puisqu'elle est historique et qu'elle elle a vraiment fait partie de la création et de tout le développement de Misma. Elle a suivi ça de très près, et voilà. Puis ensuite, on a Delphine, c'est-à-dire que Delphine Panique aussi rapidement, elle fait ses armes aussi dans la revue. En fait, la revue était vraiment un vrai laboratoire pour tester des choses, créer des débuts d'histoire. Et c'est là, notamment, où elle a développé pour la première fois, sous forme de récits courts, Orlando, en fait, qu'elle a ensuite développé pour en faire son premier long récit chez Misma. Donc Orlando, qui est l'adaptation du roman de Virginia Woolf. Donc. Et puis ensuite, pareil, elle a enchaîné, en fait. Et donc Delphine, ce qui est de malin, c'est qu'effectivement, chaque fois, elle repart un peu de zéro, trouve une petite idée marrante. Et donc son second livre chez Misma, c'est En temps de guerre. La guerre, mais on voit pas du tout les tranchées. C'est vraiment les femmes à l'arrière qui sont restées à l'arrière et comment elles se sont organisées et tout ça. Donc très malin. Et Un beau voyage, qui est aussi un livre là très mal. Delphine, elle est très maline. Elle cherche en fait à s'amuser, je pense, avec le médium, avec les histoires. Et là, Un beau voyage, c'est pareil, c'est tout un voyage, mais immobile sur un bateau qui n'avance pas en mer. Et comment l'imagination amène à voyager. Et donc autrice importante de Misma, Delphine. Autre auteur très important. Ah ouais. Le catalogue, c'est Nilso. De toute façon, Nilso, c'est grâce à lui qu'on fait Misma, pareil. Parce que Nilso, il est aussi d'une génération un peu antérieure, et déjà... On l'appelle notre tonton, c'est notre tonton. Même quand l'assaut se crée, lui, il avait déjà sa petite structure, sa petite maison d'édition, il était dans ce principe, effectivement, de faire de l'auto-édition, de s'éditer. Et effectivement, on le rencontre au tout début, avant même de faire Misma, et c'est lui qui nous dit, mais venez, je vous accompagne, vous allez faire vos propres livres, pas besoin d'attendre... C'était un peu grâce ou à cause de lui que Misma... Ouais. Et donc, Nilso, voilà, lui, ça fait des années qu'il fait ça, il a ce trait particulier, effectivement, où la nature est super présente graphiquement, c'est plein de petites hachures, c'est un travail de fou, de fourmi. Donc les titres de Nilso au catalogue de Misma, c'est donc on voit la My Road Movie dernier, mais aussi c'est Roson ses petits lapins, et Kimi le vieux chien, ouais. Il a 3 livres et un dernier livre qu'on a sorti qui sont des livres de dessin de cabane. Parce que c'est un maniaque du dessin, il dessine tout le temps, il a tout le temps des carnets, c'est un graphomane. De toute façon, Nilso, c'est rigolo parce que à 30 ans, il dessinait pas du tout et il décide de tout arrêter. Il était chimiste, il décide de tout plaquer pour faire de la BD. Il se dit, j'ai pas le choix. Si je veux faire de la BD, il faut que j'arrête et faut que je dessine non-stop. Et c'est pour ça, je pense que dans ses dessins, on sent le crowbar de nature, on sent qu'il maîtrise la nature, parce qu'il s'est donné les moyens de tout arrêter, de dessiner à fond pour faire de la BD. Et alors, une autre aussi particularité du catalogue de Misma, c'est les relations avec les auteurs étrangers. Vous publiez des auteurs de partout, des États-Unis. Le catalogue s'est ouvert effectivement en 2012 quand on passe en distribution de diffusion professionnelle. Là, on se dit qu'on peut quand même ouvrir le catalogue et
et proposer à d'autres auteurs internationaux de. Et donc, par exemple, avec Simon Selman, l'Australien, qui avait diffusé des strips sur Internet, notamment dans les revues américaines. On le découvre sur Internet, sur un Tumblr, et en fait, ça nous fait mourir de rire, et on décide de commencer à l'éditer dans le Dokututo. C'est vrai que c'est rigolo parce que c'est Yacine, en fait. C'est Yacine qui a repéré ça le premier. Il me fait, ah putain, les gars, regardez, il y a ce truc qui vient de sortir, ça va trop vous plaire. Parce qu'il nous connaît, quoi. Et effectivement. C'est la série Meg Morgan Hall. Donc, Meg, la sorcière, Mog, le chat, qui est son petit ami, et Hall, le hibou, ils sont tous colocs. Et c'est vraiment, ils passent leur journée à bader sur un canapé, à fumer de la drogue et à boire de l'alcool. Et il se passe pas grand-chose, mais c'est tout dans... Là, c'est un peu les Simpsons sous acide. C'est super trash, à la fois super drôle et à la fois super sombre. Enfin, il y a un truc, il y a un mélange, de mélange, un cocktail Molotov. Et c'est vrai que nous, quand on découvre ça faisait longtemps. Moi, j'avais pas, en tout cas, eu cette espèce de rire interne en lisant de la BD ou une espèce de sensation. Ouais, ça a été une réelle découverte, quoi. Primé Angoulême. Ouais, pour la série Meg Morgan Hall, ouais. Une autre autrice qui vient d'Allemagne, et qu'on adore aussi, c'est Anna Eifisch, qui d'ailleurs a une expo dans le festival. Et qui sera là durant tout le festival, effectivement, pour la rencontrer. Et pareil, nous, on tombe amoureux au départ de son trait tout délicat. C'est vraiment toujours très simple, très maladroit, comme très, très fragile. Et il y a une simplicité, une sobriété, et toujours très juste dans les sentiments, dans ce que ça procure. Et c'est à la fois un graphisme très affirmé avec ce code couleur qui revient assez régulièrement, très simple. Ouais, l'orange, le jaune, c'est quelque chose d'assez... Puis toujours des histoires centrées sur l'artiste, sur l'art, le monde de l'art. Donc forcément, on se reconnaît là-dedans. Et ouais. Et voilà, on arrive aux deux livres que vous souhaitiez présenter. Ce sont les nouveautés de l'automne, là. Une chouette vie, un livre japonais de Hide Yasumoto. Alors ouais, Une chouette vie, donc Hide Yasumoto, c'est un auteur, il doit avoir une 50aine d'années, 60 ans maintenant. Donc dans les années, c'est des histoires qui sont parues dans les années 90, à peu près 92. Et c'est ses premières histoires. Et en fait, nous, elles paraissent un peu à la toute fin de la revue Garo, qui était la revue d'avant-garde japonaise, et voilà, qui publiait des auteurs. Il est le représentant aussi d'un style qu'on appelle état humain au Japon, qui veut dire mal fait, bien fait. Parce que c'est des dessins toujours un peu pareil, maladroits ou avec des drôles de tronches, mais volontairement, pour casser un peu peut-être les codes du dessin manga. Et du coup, là, c'est tout un recueil d'histoires. Elles sont toutes un peu, c'est humoristique, mais c'est cynique. Il y a toujours un peu d'humour noir. Et c'est un auteur qu'on adore et qui n'avait jamais été traduit, en tout cas en livre en France. Il y avait eu une parution dans Actes. Non, chez le Lézard Noir, oui, dans la compilation de... Mais on est très content de faire ce livre parce que on adore les dessins et il fait des peintures hallucinantes aussi, ce mec, sur son Instagram. Faudrait aller voir. Et c'est un fan des Beatles. Il les peint. Il y a un côté pop qu'on se reconnaît entièrement dans la séance. C'est très étrange. On n'est pas dans du manga pour enfants, on est bien d'accord. Hein. Non, ça pourrait... Non, mais en plus, on se fait piéger par ce dessin un peu kawaii, mignon. Et derrière, c'est bam, les histoires sont restées noires. Juste ça pour nos amis bibliothécaires. Oui, place pas, qui nous mettent au bon endroit. Hein. Très bien. Et le second ouvrage qui vient de sortir là, tout juste, c'est ça, La méthode Gemini. Ouais, La méthode Gemini d'un auteur espagnol, Magius. Alors moi, j'habite à Barcelone, par exemple. On est entre Barcelone et Toulouse. Et c'est un truc qu'on a vu passer en Espagne il y a quelques années. Et c'est un livre hallucinant. C'est la mafia à New York dans les années 90. Et c'est l'histoire tirée d'une vraie histoire d'un gangster qui s'appelle Roy DeMeo, qui avait réussi en partant de rien à s'infiltrer dans la mafia et devenir un mec, un gangster dangereux. Et du coup, il était célèbre pour sa méthode d'élimination qui s'appelait la méthode Gemini, parce qu'il démembrait ses victimes à l'arrière du bar qui servait de couverture. Et le bar s'appelait le Gemini Lounge. Donc voilà, c'est cette histoire en tout cas, qui a inspiré ce livre-là de Magius. Il a choisi un graphisme un peu rétro, un peu pulp, avec des personnages... Nous, on a flashé tout d'abord sur le graphisme, les couleurs. Il a un code couleur comme ça tout le temps, bleu, rouge, jaune. De couleurs primaires. Et voilà, l'histoire est incroyable et c'est vraiment super. On est vraiment plongé dans cette ambiance. New York, années 70, mafia, les affranchis de Scorsese. C'est un super livre. Et voilà. Alors, on retrouve dedans pas mal de choses qui forment un peu quand même le catalogue Misma, c'est-à-dire du récit un peu haletant, de l'humour décalé et un graphisme presque parfois un peu naïf, presque un peu drôle. On retrouve un peu le truc cartoon presque. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et bien nous, quand on l'a vu, c'était putain, mais c'est carrément dans on a flashé dessus de suite et on a vu que c'était pour Misma quoi. Donc c'est bien si tu le remarques parce que nous on s'en rend pas compte dans le public parce que on adore, mais c'est bien si tu remarques. Un petit mot peut-être, on l'a abordé tout à l'heure rapidement dans la première table ronde, comment après 2012, donc la création professionnelle de Misma, on va dire, on est 12 ans plus tard, comment vous voyez la suite en termes de poursuite d'activité pour un éditeur indépendant, c'est toujours la grande question. Ouais. Alors on s'est retrouvé en 2012 à devoir tout d'un coup, on s'imaginait pas que ça allait être comme ça. Nous on est auteurs tous les deux d'ailleurs dans Misma
et on est branque, quoi, l'administratif, le marketing, enfin, on est vraiment des nuls pour tout ce qui est organisation, tout ça, et on s'est rendu compte que c'était plus possible maintenant, mais on savait pas trop en mettant les mains là-dedans. Donc on a appris à s'organiser, etc. C'est énormément de boulot, on est tous les deux à le faire de nouveau, et ça nous prend beaucoup de taf, ça empiète même sur le boulot d'auteur, et on a presque plus le temps de faire notre truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit avec Damien, on s'est dit, on veut pas que ce soit plus gros, on veut pas, alors peut-être on manque d'ambition, mais on veut pas que ce soit plus, on veut que faire, allez, 5-6 livres à l'année, 7 max, mais on veut pas devenir une grosse boîte, on veut pas Faire peu de livres, bien, ceux qui nous plaisent, et retrouver un peu de temps pour nous aussi pour faire à échelle humaine, continuer à faire ce truc-là avec plaisir. Donc là, on est déjà pas mal, quoi. On est déjà bien occupés. Très bien. Et donc, vous êtes là tout le week-end sur Formula Bula. Vous pourrez retrouver les nouveautés. Merci beaucoup, Guillaume et Damien, de cette présentation. Merci. On prend sa respiration pour la deuxième rencontre minute avec l'artichaut chameau. Bonjour. C'est rapide, hein. Bah, ça va super vite. Je ne sais pas si j'ai réussi à parler aussi vite que Guillaume. Voilà, je vais essayer. Sinon, tu peux donner le micro à Damien, il va t'aider. Ça peut aider. Alors, bah, peut-être même question que pour Misma. L'artichaut, ça remonte à quand? Pourquoi? Comment? Alors, nous aussi, on est un duo. Donc, il manque l'autre partie, donc qui s'appelle Yacine et qui est un barbu que vous pourrez voir là-haut. Donc, nous, on n'est pas frères et sœurs, mais notre histoire, elle est assez proche de celle de Guillaume et Damien, parce que on est des amis de très très longue date et que c'est un peu, on est tous les deux dessinateurs. La différence, c'est que moi, au départ, je viens plutôt de la jeunesse, alors que Yacine venait de la BD. C'est un peu lui qui m'a fait découvrir vraiment le monde de la BD et moi qui lui ai fait plus découvrir le monde de la jeunesse. Et ça donne l'artichaut, ça donne un truc qui a un peu le cul entre deux chaises. Et on a un côté, on s'est beaucoup plus inspiré pour notre modèle de maison d'édition de la bande dessinée, parce que on trouve que c'est souvent plus respectueux des auteurs, etc. Donc notre contrat, par exemple, il ressemble plus à un contrat de BD, mais on fait énormément de jeunesse, même s'il y a des petites incursions vers l'adulte. En jeunesse, on parle d'albums illustrés, on parle pas de littérature, pas de romans ou de... Non, album illustré. Enfin, nous, notre truc, c'est le dessin, hein, clairement. Donc, c'est album illustré. Non, parce que le texte est extrêmement important. Oui, bien sûr. Donc, album illustré et bande dessinée. Alors, l'artichaut, en fait, ça a été monté sous forme d'assaut en 2006 et ça devait servir à faire n'importe quoi. En fait, au départ, c'était pas spécialement de l'édition, c'était faire des fêtes, des rencontres, des choses autour du dessin, de la musique, voilà, plein de choses. On savait pas trop ce qu'on allait mettre là-dedans. Puis on a commencé un peu comme les Misma, on a commencé à faire une petite revue qui s'appelait Les Cahiers de l'artichaut, dans laquelle on a travaillé avec plein de dessinateurs et petit à petit, on a pris goût à faire les choses par nous-mêmes et puis on a tous les deux testé de travailler avec des éditeurs, puis ça ne convenait jamais parce qu'on est deux têtes de mule. Donc, on s'est dit, on va faire les choses nous-mêmes, en toute inconscience. Voilà. Et donc, en 2014, on a décidé de publier notre premier livre en tant que vraie maison d'édition, entre guillemets. D'accord. Et ce livre, c'était? Ce livre, c'était Bonjour. Bonjour, qui est un livre donc super important pour nous, qui est aussi notre plus grosse vente. En fait, c'est un projet que j'ai reçu par mail et d'une fille que je connaissais absolument pas. C'est une copine qui lui a dit envoie-lui ça. Puis moi j'ai dit mais j'adore ton projet, c'est magnifique, mais en fait nous on n'est pas une vraie maison d'édition. Donc toi ton truc, il faut que ça soit vu par plein de gens, il faut que ce soit super bien édité, il faut que ce soit qu'il y ait du beau papier, que ce soit un bel objet. Et je lui ai dit mais nous on n'est pas des vrais éditeurs. Elle m'a dit oh mais moi tu sais c'est pas grave si c'est juste un fanzine ou un truc. Je lui ai dit non faut que ce soit un vrai livre, quoi. Et donc, je montre à Yacine, il me dit, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est génial. On n'a qu'à le faire. Et c'est ce livre qui a lancé la maison d'édition. L'envie, elle était déjà là, hein, mais j'ai reçu ce projet, je savais que ce projet, il avait été refusé par plein d'éditeurs. Et en fait, moi, j'avais un coup de cœur énorme. Donc, il est écrit par MacLeod Zygmuth, qui est un musicien américain, et c'est sa compagne, Anne Bruni, qui est donc dessinatrice, c'était leur premier livre à tous les deux, et je reçois ce projet qui est totalement intemporel, qui est à la fois hyper beau, hyper poétique, et qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que ce bouquin, on peut le lire à un enfant de 2 ans, et on peut l'apprécier à 100 ans.
Donc en fait, il ressemblait à ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire quelque chose qui, pour nous, un bon livre, ça parle à tout le monde. Pour revenir rapidement dessus, parce que c'est le premier livre avec tout ce qui paraissait impossible au départ. Bon, vous avez réussi quand même. Et quelles difficultés vous avez rencontrées, que vous avez dû surmonter pour faire ce livre qui vous paraissait impossible? On n'a pas eu de choses insurmontables parce que tout c'est bien, il y a une corrélation. Donc à l'époque, on n'avait pas de diffuseur-distributeur. Et les requins marteaux, c'était à l'époque Francky Ballonnet qui était à la tête des requins. Et il nous a dit... vous voulez un distributeur? Eh ben, venez chez nous. Vous avez, et en fait, on a toujours été indépendants, c'est-à-dire que c'est nous qui avons payé le tirage, etc. Mais on a profité pendant les 2 premières années de la diffusion Belles Lettres par le biais des requins marteaux. Et donc, grâce à ça, en fait, après, les Belles Lettres nous ont pris indépendamment, mais ça a permis de faire un petit sas, voilà. Ok. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, de l'entraide aussi entre indépendants, ça compte vraiment quand il s'agit de se lancer. Ensuite vient un peu plus tard Coco Club. Alors, Coco Club numéro 1, il fait partie de notre petite collection qui s'appelle Coco Comics. Alors, l'idée de cette collection, on a une grande frustration avec l'artichaut, c'est que souvent les enfants viennent sur notre stand, ils demandent à leurs parents de leur acheter des livres et les parents trouvent ça bizarre ce qu'on fait et donc souvent ils disent non. Alors, on a ce problème-là, on s'est dit, il nous faut une collection où ce soit pas cher, qu'ils puissent soit l'acheter avec leur argent de poche, soit plus facilement convaincre les parents de leur payer un truc à 6 balles. Donc, on s'est dit, on veut, et puis on en a marre des grands livres, en plus il y a la crise du papier, il y a tout ça, donc on s'est dit, nous, on aime les mini-livres, on va faire une mini-collection qui sera à 6 € et les enfants pourront racketter les parents. Et l'idée de la collection elle est pour les 7-13 ans d'âge mental. Donc, l'idée de la collection, c'était de renouer avec le tout public. Parce que pendant très longtemps, la bande dessinée, il n'y avait pas spécialement de tranche d'âge. On lisait Tintin, Astérix, etc. C'était autant pour les enfants que pour les adultes. Et puis tout d'un coup, on s'est mis à penser que l'enfant avait des besoins d'une littérature bande dessinée particulière qui s'adapterait à lui. Alors, pourquoi pas? Mais en fait, moi, je pense qu'encore une fois, un bon livre, c'est un bon livre. Donc, la seule contrainte qu'on donne à nos auteurs, c'est pas de violence extrême, pas de scènes de cul choquantes. Mais à part ça, et si vous avez des références qui sont un peu compliquées à comprendre, faites en sorte qu'elles soient pas centrales et qu'elles n'empêchent pas la compréhension globale de l'ouvrage. Parce que quand on lisait Astérix ou Tintin, il y a des trucs qu'on comprenait pas, mais c'était pas grave. On les comprenait plus tard et c'était pas grave. Donc dans cette collection, il y a cette volonté-là. Et donc Coco Club numéro 1, c'est une mini-revue en fait. Et le reste de la collection, ce sont plutôt des œuvres personnelles. Enfin, c'est des petites BD de plein d'auteurs différents. Mais Coco Club numéro 1, on est 11. Et il y avait une thématique qui était tous tes héros de BD préférés en mal dessiné. Et donc voilà, donc il y a 11 artistes. Je cite Léon Marais qui a fait un Dragon Boule à Z qui est vraiment très très drôle. Baptiste Viraud qui a fait un Titeuf adolescent. Yacine qui a dessiné Petit ours brun. Anouk Ricard avec son Boulet Bill. Enfin voilà, il y a 11 artistes, donc je les cite pas tous. Mais on a un peu renoué avec notre amour du collectif dans cette mini-revue. Vous avez cité aussi nous parler de beaucoup d'Oriane Bruna. Beaucoup. C'est un livre qui a aussi beaucoup de sens pour moi. Donc, c'est un album jeunesse qui est destiné plutôt aux petits, même si on peut prendre du plaisir à le lire à tout âge, j'espère. Et là encore, c'était une belle histoire. C'est-à-dire que j'ai eu une petite stagiaire toute timide qui est venue faire un stage à l'Artichaut et qui a pas trop osé me montrer son travail parce qu'elle était toute timide. Mais bon, comme je suis curieuse, j'ai été voir ce qu'elle faisait et j'ai vu que elle avait un boulot hyper intéressant et voilà. Après le stage, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit « Oriane, le jour où tu as un projet, ne m'oublie pas, quoi. » Et 2 ans après, elle a débarqué avec ce projet sous le bras, qui est un projet assez atypique. Alors, c'est un truc au départ très classique, c'est un livre à compter. Un livre à compter de 1 à 100. Avec donc ces petits personnages qui s'appellent les zozos. On va compter de 1 à 100 en zozotant, pour la plupart du temps. Alors, c'est à la fois hyper minimaliste. Elle, ce qu'elle recherche dans ses dessins, c'est que il y ait rien qui puisse impressionner l'enfant dans ses dessins. C'est-à-dire que l'enfant, il doit pouvoir s'imaginer, pouvoir les faire lui-même également. Et c'est en toute simplicité,
cette multiplication de personnages qui va donner des actions bizarres, puisque une action que normalement on fait tout seul, eux ils vont le faire à 100, et du coup ça va créer des dynamiques étranges et voilà. Et elle a un dessin extrêmement touchant et proche de l'enfance. Oui, il y a des sortes de chorégraphies avec tous ces petits oiseaux qui sont, on peut y passer des heures à les regarder, à les compter, hein, ils y sont vraiment tous. Et alors les enfants les comptent. Ouais. Le défaut de ce livre, s'il y en a un, c'est que les enfants en général veulent le lire jusqu'au bout, donc vous en avez pour au moins 25 minutes de lecture. J'ai filmé des lectures, ça fait à peu près ça. 25 minutes quand ils comptent pas, quand ils disent juste les noms, mais sinon ça peut durer 1 heure. Voilà. C'est pas mal, une heure avec un livre, non? On est tous contents de voir ça. On va conclure ces 15 minutes qui passent tellement vite avec la nouveauté de cet automne. La nouveauté qui est donc sélectionnée au prix Formula Bula, on croise les doigts pour elle, c'est notre première traduction. C'est-à-dire que normalement on fait que de la création, aussi parce qu'on aime bien se mêler de la création. Avec nos auteurs, on est un peu en symbiose et on fait vraiment partie de l'équipe de création, on va dire. Et ce livre-là, c'est un vrai coup de cœur, en fait. C'est donc Nadine Redlich, une autrice allemande. Il est sorti chez Rotopol en Allemagne il y a 2 ans. Et quand on a lu le bouquin, c'est tout ce qu'on aime, quoi. On a eu un flash et on s'est dit, bah, celui-là, on a vraiment envie qu'il existe en français. Et donc là, pour le coup, c'est de l'adulte. Ça a pas l'air, mais c'en est. Et ça joue aussi quelque part un peu comme beaucoup sur le minimalisme et sur la simplicité. Il y a quasiment la même case dans tout le livre et il y a même des cases quasiment vides. Et ce sont les méditations d'un caillou, des méditations sur la vie, sur le temps, sur l'amour, sur tout. Et c'est extrêmement drôle et subtil. Et j'ai jamais eu entre les mains une BD qui décrit aussi bien le temps qui passe. Et c'est ce qui m'a vraiment impressionné dans cette bande dessinée. Même question, quelle vision d'avenir pour l'Artichaut? Est-ce que voilà, une première traduction, c'est aussi une étape, peut-être, je sais pas. Est-ce que voilà, comment vous envisagez de la... Je dirais que ma réponse va ressembler à celle des Misma, encore une fois, parce que nous non plus, on deviendra jamais une multinationale. On a envie de continuer à faire des livres, ça c'est sûr. C'est pas facile, ça c'est sûr aussi. On se pose des questions d'économie, de comment payer mieux nos auteurs, de comment être un peu plus écolo, de comment continuer à faire des livres sans se casser la gueule complètement. Je dirais qu'on a envie de continuer sur cette lancée, peut-être de faire un tout petit peu plus de livres par an, mais à la fois on en faisait plutôt vers les 4 et ça va être vers les 6. Ça sera pas plus que ça c'est sûr, parce qu'on aime les faire bien. On est hyper attaché aussi à l'objet et à la fabrication, donc on aime faire des beaux livres et ça prend du temps. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Gémeaux, de cette présentation des éditions de l'Artichaut. Vous pouvez trouver évidemment tout le week-end aussi à Formula Bula. J'ai pas fait le test, mais tout le monde connaissait les éditions Misma ici? Ouais, tout le monde, non, ils osent pas dire. Est-ce que qui connaissait l'Artichaut? Ok, pas mal quand même. Ouais. Et alors, qui connaît les éditions réalistes? Un peu moins. Et voilà, mais c'est pas grave, puisque du coup Cédric est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour à tous. On m'entend bien? Ouais, on t'entend bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né réaliste et pour dire quoi? Je peux déjà dire je vais quand même être proche de mes collègues là. Voilà, donc réaliste existe depuis 2019. On est 3 à avoir confondé la maison. Comment dire? La maison elle est plus tournée vers la bande dessinée, l'illustration et le beau livre. Après, même si la maison existe depuis 2019, en fait, moi personnellement, je travaille dans l'édition depuis une 15aine d'années. Mes collègues sont aussi dans l'édition quand même depuis au moins une 10aine d'années. Voilà. Donc il y a Charles Ameline et Hugo Bienvenu. Moi, j'ai pas de jumeaux, sinon j'aurais adoré. Est-ce qu'il y avait une envie de faire des livres, de raconter des histoires, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ligne éditoriale? Est-ce qu'il y a une vision commune à la création réaliste? Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, avec Charles, je connaissais Hugo, on a fait l'école Estienne. On a tous fait des écoles, soit d'art, soit dans l'édition, donc vraiment des arts graphiques. Et c'est vrai, donc j'ai connu Hugo à l'école Estienne. Lui, par la suite, il a fait les Gobelins. Et Charles, un peu après, en licence métier du livre.
Donc, pendant une dizaine d'années, avec Charles, on a monté une petite structure qui s'appelait Teto, et on faisait des t-shirts illustrés par des auteurs de bande dessinée. Donc déjà, pendant 10 ans, on rencontrait les libraires et on leur présentait les t-shirts, mais en fait, ils savaient pas qu'on travaillait dans l'édition. Bon. Ce qui fait que quand on est arrivé en 2019 en présentant Réaliste, ils étaient surpris parce que c'est vrai qu'on n'est pas passé par la case, par le fanzina, en fait. On est arrivé tout de suite avec des livres, faits en offset, enfin voilà, de manière traditionnelle. Et c'est vrai qu'on est, la ligne, en fait, elle est plus vers l'animation, tout simplement parce que Hugo ayant fait les Gobelins, à partir de là, moi j'aimais son travail. On a échangé avec lui et c'est vrai qu'il avait plusieurs amis qui souhaitaient être édités et qui avaient tous un dessin solide. Donc c'est vrai que nous c'est d'abord le dessin, les ambiances et les couleurs et puis bien entendu les narrations. Mais c'est vrai que c'est d'abord graphique quoi. C'est assez pop et en dessin, oui très solide. Ils ont je pense que tout le monde connaît les Gobelins. Ils ont pas, au niveau anatomie etc. Ils sont au top quoi. Voilà. Hugo Bienvenu, donc qui a publié chez Donald Graphic, exactement, ouais. Notamment Préférence. C'est vrai qu'on a de la chance là-dessus parce que comme ils sont tous dans l'animation, c'est vrai qu'à chaque lancement de livre, il y a toujours une petite, un petit court-métrage qui est fait et ça nous permet en fait, c'est vrai qu'on vend beaucoup à l'étranger, donc quand on a monté la maison, on est vraiment parti quand même si on était professionnel et qu'on connaissait parfaitement la distribution des belles lettres, on s'est quand même autodiffusé nous-mêmes, mais on avait choisi une quarantaine de librairies. Et on envoyait tous les paquets, donc on a passé beaucoup de temps à la poste. Donc, pour parler un peu des livres, c'est vrai qu'il y a donc... je voulais parler un peu d'Horizon Magnétique, qui était dans la vidéo. Donc, Valentin Julie, c'est notre plus jeune auteur. Bon, je cache pas que j'ai été très touché par son livre. Il y a beaucoup de talent déjà au niveau du dessin, donc à la plume. Il a passé 1 an, en plus de son projet de fin d'études au Gobelin, qui est assez lourd, à dessiner la bande dessinée. Et en gros, il y a quasiment 2 ans de travail, mais vraiment 1 an de dessin pur. Au niveau de l'écriture, quasiment 1 an. Et on suit donc Sarah qui se pose des questions sur son devenir et son utilité dans la vie. C'est un dessin, il y a un côté berserk, en même temps Miyazaki, et puis vraiment cette patte aussi française. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est un peu apocalyptique, mais ça m'a personnellement beaucoup touché. Comment il est arrivé? Il est arrivé par simplement, il faisait un stage. En fait, Hugo Bienvenu, il a plusieurs activités. Bien entendu, il est auteur, éditeur chez Réaliste, et en plus de ça, il a sa société Remembers qui produit des courts-métrages pour Chanel, Hermès, etc. Et donc à partir de là, en fait, Valentin était en stage chez Remembers et il a montré son travail et tout le monde était très enthousiaste à l'idée de publier en fait. C'est vrai que nous, les auteurs, on les connaît tous par rapport au fait que au studio d'Hugo Remembers, les auteurs passent par là pour un stage ou pour un boulot en tant qu'intermittent. Et en fonction des accroches, ça accroche pas, on y va pour déjeuner, pas spécialement pour parler de livres. Et à partir de là, les choses elles sont naturellement. En préparant cette rencontre, vous avez dit que vous aimeriez aussi parler de Betika. Ouais, de Betika. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un cas pour la maison. Ouais, c'est un peu, non, oui, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en autodiffusion, on voyait bien, en termes de vente, comme les auteurs travaillaient dans l'animation depuis longtemps, il y avait une certaine aura. C'est vrai que quand on a fait notre lancement dans une galerie, on a vendu quasiment 300-400 exemplaires de chaque auteur. Ce qui est beaucoup, en fait, pour un petit éditeur indépendant. Je pense qu'il pour confirmer. Et très rapidement, en amont, on avait vendu 500 exemplaires et on les envoyait aux États-Unis, en Corée, vraiment partout. Donc, très rapidement, on a vu que via le site, on avait bénéficié de communication de l'animation via les auteurs. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté, le petit format et le choix de papier. Mais je ne cache pas, je regardais beaucoup ce que faisait l'association. Donc, voilà, clairement, ça m'a influencé. Il y a aussi également, c'est vrai qu'avec Hugo et Charles, le fait que on parlait beaucoup de carnets, parce que les gens pensent que c'est par rapport au manga, mais en fait, non. C'est tout simplement qu'on aime les carnets. Quasiment tout le monde dessine un peu. Donc, à partir de là, nous, c'était le format carnet qui nous intéressait et ce côté pratique. Donc, c'est vrai que les libraires disent souvent les petits formats. Et quand on est arrivé en distribution chez les Belles Lettres, comme on avait déjà même si les t-shirts, on n'avait pas vendu, c'était des petits tirages de 300 exemplaires, mais par moment, on est monté à plus, aux alentours de 2000, et puis il y avait quelques groupes de musique qui nous avaient demandé en fait des t-shirts assez connus. Donc, on avait quand même un petit réseau qui s'était fait.
Donc effectivement, quand on est arrivé avec Betica Batenica, qui est notre première bande dessinée en couleur, parce qu'avant ça, on avait fait effectivement un livre qui s'appelle Silence, où là, Frédéric Forcelet, c'est vraiment très graphique sur des petits post-it. Il avait fait rapidement au marqueur, des dessins au marqueur, qui est très dur techniquement, mais il faisait ces petits dessins au marqueur et il avait repris un texte de Proust. Effectivement, on avait c'était un petit livre en couleur, mais là, on est vraiment arrivé avec une bande dessinée en couleur de Roman Granger, qui a parfaitement senti l'époque. On connaît la symbolique des couleurs, le violet, etc. Enfin, on comprend mieux pourquoi personnellement, ça touche les gens. Et là, on suit donc une enquête policière. Il y a des gens qui disparaissent au sein d'une secte. Et dans cette secte-là, en fait, les gens, à partir du moment où ils avalent une petite pilule, en fait, ça leur permet d'oublier les choses négatives, enfin, qui leur sont arrivées ou qu'ils ont faites dans la vie. Et c'est vrai que ça a été un cap pour la maison. Vu que là, on est aux alentours vraiment en vente, pas en tirage, 3000 exemplaires. Et au niveau du tirage, on est à 6000. Donc, le livre a été mis en vente en janvier. Oui, c'est parfait. Ça fait quoi avec ce que Serge disait tout à l'heure, un livre qui déjà se vend à 1000. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais, complètement. Valentin, Julie, donc pour Raison Magnétique, on est à 900 exemplaires en vente pour un tirage de 2000 exemplaires. Voilà, je préfère vraiment donner les chiffres précis. On me parle des fois chez Largo Winch, où en fait, c'est juste qu'on a besoin en fait d'avoir vraiment cette gestion, qu'on a un petit éditeur, et je pense que tous vous le diront. Si vous le faites pas, en fait, je pense que vous êtes mort très rapidement. J'avais une question juste pour revenir au départ. Pourquoi réaliste? Bon, c'est Hugo qui a trouvé le nom réaliste, mais c'est vrai que, bon, malheureusement, comme on est trois, il y a un peu trois définitions. Mais je dirais, moi, c'est par rapport à Takahata, vu que j'aime l'animation japonaise, et justement, ce réalisme du quotidien, enfin, la réalité de la vie, quoi. Voilà. Et c'est un peu ça aussi pour les autres, mais bon, mais en même temps, vos récits sont pas forcément des récits de la réalité. Enfin, on est sur du genre. Enfin, là, on est sur quelque chose un thriller de science-fiction, un peu. Enfin. Non, mais en fait, je dirais, il y a réalité dans le sens où moi, comme je connais les auteurs, je vois tout ce qu'ils mettent exactement de vrai. Ils sont eux-mêmes, quoi. C'est un peu comme le jazz, je trouve, on peut pas tricher. C'est eux, quoi. Il y en a pas un que je reconnais pas. Clairement, dans son humour, dans sa manière d'être, voilà. Ouais, ce que je pourrais dire. Et puis, c'est pas du dessin réaliste, mais quand même très, comment dire, moins naïf. Ouais, non, pas moi. Moi, je suis un fan de l'Artichaut. Je précise très clairement, c'est vraiment un des éditeurs les plus intéressants en jeunesse à l'heure actuelle. Alors, même question que pour les autres. C'est quoi la suite pour Réaliste? Devenir une multinationale comme chez Misma? Moi, je vais être chassé, comment dire. Je dirais qu'en France, on a quand même eu la chance. Moi, personnellement, ma mère, quand même, inscrite à la bibliothèque, ça a été une révélation dès l'âge de 4-5 ans, quoi. Enfin, vraiment, j'y allais, mais tout le temps, en fait. J'aimais autant la bibliothèque que jouer au foot. Et on a vraiment un réseau culturel qui est impressionnant, dont tout le monde peut profiter. C'est quasiment gratuit partout. Donc ça a été une vraie chance pour moi et pour beaucoup de gens. Et on a aussi un réseau de librairies qui est à Paris, qu'on voyage un peu partout dans le monde. On voit bien qu'il n'y a pas autant de librairies que ça. Enfin, c'est impressionnant, à part au Japon, bien entendu. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis un peu pessimiste, je pense. Dans le sens où il y a des choses que je comprends peut-être moins aujourd'hui par rapport au crowdfunding, par exemple. Tout simplement, je suis pas contre le crowdfunding de manière, de temps en temps. Mais je trouve que vaut mieux peut-être aller en librairie, prendre le temps de voir l'émulation qu'il y a avec les autres livres. Et puis, je pense que les livres, c'est un peu comme un enfant. On attend on n'a pas besoin d'avoir si on voyait tout de l'enfant tout de suite, ce serait peut-être pas génial. Et c'est bien d'attendre qu'il soit en librairie. C'est un petit cadeau. Vraiment, qu'on se fait pour soi-même, quoi. Et je trouve que le crowdfunding, c'est pas génial. Après, j'ai les mêmes questions que les autres, payer mieux les auteurs, avoir les tirages les plus justes possibles de manière écologique. Et effectivement, là, ce que je dis, on est trois, je peux pas répondre pour tout le monde, mais moi, à titre personnel, c'est vrai que même faire des fois 2 livres par an, en fait, c'est beaucoup. Parce que moi, j'aime bien, c'est toujours été ça même pour les t-shirts, rencontrer les gens, etc., prendre ce temps d'échange, faire les livres de manière correcte, voilà, pour tout le monde, pouvoir les défendre au mieux. Et c'est vrai que même nous, en tant qu'indépendants, des fois, il peut y avoir aussi une surproduction, et avec les gros aussi, il y a aussi, bien entendu, une surproduction qu'on entend depuis des années. Mais je trouve qu'à la surproduction, c'est rajouter le crowdfunding, et demain, qu'est-ce que ça va être, je sais pas. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous les 4 d'être venus présenter donc Misma, l'Artichaut et Réaliste. Bonne chance à tous et merci à vous.